Cérémonie de présentation des vœux des militants et sympathisants du parti URD au chef de file de l'opposition. Travaux sur la voie des motocyclistes au niveau du 3e pont de Bamako, la population se plaint. La crise au centre du pays devient de plus en plus complexe. D'où vient ce conflit? Pourquoi et comment apaiser la tension? Les détails dans ce journal-là. Le stade malien de Bamako a été tenu en échec à domicile par le Petro Atlético de Lenda 1-1 ce samedi 12 janvier au compte du match aller du tour de cadrage de la Coupe CAFA. Les obsèques de l'inspecteur général des douanes Salifa Koulibaly, décédé le vendredi 11 janvier, ont eu lieu ce dimanche 13 janvier 2019 à Faladje. Chers téléspectateurs partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à ce journal-là d'information. Comme annoncé dans les titres, le président du parti URD, Soumaïla Cissé, reçoit les vœux des partisans et sympathisants du parti URD. C'était ce samedi 12 janvier 2019 à la berge du fleuve Niger. Reportage Madina Traoré-Orégé Kanouté. Comme à l'accoutumée, les militants et sympathisants du parti URD ont présenté leurs vœux du nouvel an au chef de file de l'opposition malienne, au président du parti et à sa famille. C'était au berge du fleuve Niger, Abdrahman Diarra, président de la section jeunesse du parti URD. Jamais nos droits républicains et démocratiques n'ont été autant piétinés et violés. Jamais notre sécurité n'a été autant bafouée. Jamais notre tissu social n'a été aussi fragilisé. Au plan sécuritaire, nous avons hélas assisté à une recrudescence des violences, d'assassinats ciblés, des conflits intercommunautaires avec malheureusement ces lots de victimes civiles et militaires dans le centre et le nord du pays. Amadou Maïga, au nom du groupe parlementaire VRD à l'Assemblée nationale, a réitéré le soutien du groupe au président du parti. Soyez rassurés que nous continuerons à mieux représenter notre parti et notre peuple. Nous nous battrons davantage en vue de restaurer l'espoir. Monsieur le Président, honorable Soumaïla, je formule mes vœux, mes meilleurs vœux de l'année 2019 à vous, à votre épouse et à toute la famille Cissé. Je souhaite pour les militants et sympathisants de l'URD une année 2019 pleine d'espoir. Professeur Salikou Sanogo, premier vice-président du parti URD, n'a pas manqué d'appeler les uns et aux autres au dialogue. Nous prions ardemment que ce nouvel an vous apporte la paix dans le cœur, en parfaite santé, et vous souhaitons réussite et prospérité dans toutes vos entreprises personnelles et dans l'aboutissement de la vision noble que vous mûrissez pour la nation malienne toute entière. Que notre engagement toujours renouvelé en faveur du progrès national soit couronné de succès. Que votre engagement toujours renouvelé en faveur du progrès national soit couronné de succès dans la lutte engagée sous votre leadership et aux côtés de vos alliés pour la restauration et la sauvegarde de la démocratie, de la justice et de l'état de droit. Investissons-nous pour cette démocratie, c'est un certain terme que le président du parti URD, l'honorable Soumaïla Cissé, a présenté ses vœux du nouvel an à la nation. La situation actuelle du pays requiert la détermination et l'implication sincère et loyale de toutes et de tous pour sauver notre nation. Oui, sauver le Mali de ses différentes crises par l'engagement de l'URD et de ses différents alliés. Militantes et militants, au cours de cette année 2019, toutes les structures du parti doivent être renouvelées. Des comités jusqu'au bureau exécutif national, en passant par les sous-sections, les sections et les fédérations. Investissons-nous pour passer ce cap démocratique dans un esprit d'ouverture et de respect des idéaux et textes du parti. Faisons, j'insiste là-dessus, faisons de la place à ceux qui nous rejoignent. C'est d'une impérieuse nécessité. À l'IRD, nous l'avons toujours dit, il n'y a pas de nouveaux militants, il n'y a pas d'anciens militants,
il y a des militants de l'URD 1.7. Le bilan du parti URD durant l'année écoulée, l'appel à la paix, au dialogue et à la cohésion sociale sont entre autres sujets évoqués lors de la présentation de vœux. Également annoncé dans les titres, la voie des motocyclistes au niveau du 3e pont de Bamako est impraticable depuis quelques semaines pour cause des travaux en cours. Une situation qui met mal à l'aise les usagers de la route qui sont obligés d'emprunter la même voie que les conducteurs de voitures et les gros porteurs. Reportage à Madina Traoré, Sidi Maman Sidibé. Depuis quelques semaines, les bordures de la voie des motocyclistes ont été enlevées pour des travaux au niveau du 3e pont de Bamako. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage s'est rendue sur place ce lundi 14 janvier 2019. Approché par la rédaction, le chef de ces travaux n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Il a par ailleurs expliqué que ces voies pour motocyclistes ont été enlevées pour pouvoir y mettre des fils qui permettent de transmettre l'électricité. Approché par la rédaction également, Ismaël Barry, motocycliste, s'exprime. Cette façon de procédure n'est pas bonne parce que les voitures et les motos ne doivent pas se mélanger sur le goudron. Car les voitures en se doublant peuvent heurter un motocycliste et puis ça peut créer un danger. Tu as vu? Donc faire les travaux vite fait et puis que les gens continuent sur leur route, quoi. Tu as vu? Les passagers lancent un appel au gouvernement de trouver une solution le plus rapidement possible afin d'éviter les accidents de la circulation que cette situation provoque. Depuis quelques années, la tension ne cesse de prendre de l'ampleur au centre du pays, plus précisément entre les cultivateurs qui sont généralement les Dogons et les éleveurs Peul. Afin de mieux comprendre ce problème, notre équipe de reportage a approché le chargé au conflit de l'association Guina Dogon. Il est au micro de notre équipe de reportage. Le problème du centre est beaucoup plus endémique et beaucoup plus complexe que le problème du Nord. Pourquoi? Pour la simple raison que, c'est-à-dire au Nord, on sait à qui on s'adresse. On peut parler de Mijaou, on peut parler de Gatia, on peut parler de MNRA, on peut parler de MA. Ça, c'est des structures organisées, connues. Par contre, au centre, tu te demandes vraiment qui est en train de vraiment s'aimer ces désordres-là. D'abord, très souvent, dans les médias, dans les réseaux sociaux, j'en passe, on est en train de parler de conflit Peul-Dogon. En réalité, quand on veut schématiser ce conflit sous forme de conflit Peul-Dogon, tu vas complètement rater la réalité. Le Dogon a toujours cohabité avec le Peul. Chaque Dogon a son Peul. Chaque Peul a son Dogon. Nous sommes spécialistes, tu comprends? La nature nous a réunis sur le même terroir. Le même terroir lequel? Le Dogon, il vit d'agriculture. C'est en cultivant la terre qu'il gagne son gagne-pain. Le Peul est éleveur. Il élève ses animaux, le pâturage est dans le même terroir que Dieu nous a donné. Mais en fait, c'est pourquoi moi, quand on me parle du conflit au niveau du centre, pour dire c'est le conflit Peul-Dogon, je dirais plutôt le conflit agriculteur-éleveur. Moi, je préfère ce terme-là plus que le terme Peul-Dogon. Parce qu'en réalité, quand il déplace le problème, à Kémasina ou bien dans la zone de Nyono, ce n'est pas des Dogons qui sont là-bas. Et les mêmes conflits existent au Burkina, ce n'est pas des Dogons. Dans le cercle de Guinée, les mêmes conflits existent, ce n'est pas des Dogons. Donc, moi, je préfère parler du conflit éleveur et agriculteur. Lorsque, par exemple, il y a les cultures, les Peuls allaient vers le Bourgou, ça c'est dans la zone du Diafrabé, pour aller paître les animaux, pour éviter les cultures des champs. Ils ne reviennent que lorsque les Dogons ont récolté leurs céréales, ils ont acheminé à la maison, les pailles qui restent là, les animaux viennent manger. Il y avait un autre pacte. Le pacte, c'était le quoi? Par exemple, pendant la période chasse, les animaux viennent dans tes
dans ton champ, ils vont héberger là-bas. Tu donnes du mil au berger, tu donnes les qualités, tout ce qu'on peut trouver dans le milieu d'Ogon, d'une manière agricole, tu peux donner au peul. Et le peul, il va rester avec les animaux dans ton champ. Ça, c'était le fumier, l'engrais connu. L'engrais synthétique, là, c'est maintenant que ça coûte. Alors, de sorte qu'avec les premières pluies, tu vas sentir que là où il y avait les animaux pour paître est extrêmement différent au point de vue rendement par rapport à un champ où les animaux n'ont pas vraiment séjourné. Donc, il y avait ce pacte entre eux. Un. De deux, l'activité principale du peul, c'est, par exemple, la transaction des bétails. Ils vendent les bétails, ils rachètent. Ils vendent le lait, ils vendent les sous-produits du lait. Ils vendent les sous-produits du lait. Donc, c'est-à-dire, nous étions complémentaires. Il y a des petits conflits qui arrivent. Un berger qui rentre dans le champ d'un Dogon. Ils vont se taper. À l'époque, c'était un bâton. Tu te blesses, les Dogons ont des médicaments. Dès qu'ils soignent le peul, le chef du village peul, le chef de village Dogon, s'assoit, négocie et vraiment, ça recèle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La bataille, c'est avec des fusils. Et des fusils sophistiqués. Des fusils sophistiqués. Parce que, en réalité, une fois que la balle s'en va, la balle ne choisit pas qui de tout. Il pense que l'ennemi, l'ami, il tue le tout. Donc maintenant, le conflit au centre, quand tu vas me poser la question à savoir, qu'est-ce qui a amené ça? Honnêtement, ce qui a amené ça, c'est-à-dire qu'il y a l'absence totale de l'État, honnêtement. L'absence totale de l'État. Je donne l'exemple du cercle de Koro, où je te disais que j'étais parti. Tous les sous-préfets, tous les maires, personne n'est au niveau de son arrondissement ou bien de sa commune. Dès lors qu'il n'y a pas un arbitre entre la vie humaine, en ce moment, ça devient la jungle. Ça serait vraiment la raison du plus fort. Il y a eu des infiltrations. Et aujourd'hui, le problème fondamental, c'est-à-dire les infiltrés, j'appelle les infiltrés qui sont venus de la frontière du Niger, de la frontière du Burkina, tant que l'État ne la combat pas, parce que leur site est connu, hein. Ils sont là-bas, ils ont leur base dans la forêt, dans le cercle de Koro, ils sont dans le cercle de Bankas. Tant que l'État ne combat pas ces infiltrés invisibles, tu ne peux pas les voir. Invisibles, pourquoi? Parce que en réalité, moi je connais les chasseurs là, leur structure je connais, leur chef je le connais, je sais là où ils sont. Et quand je les parle, j'avoue très sincèrement qu'ils m'écoutent, parce qu'ils savent qui je suis. Et à l'heure actuelle que je suis, c'est-à-dire quand on a besoin d'eux, moi je sais où aller les trouver. Mais par contre, de l'autre côté, il y a des combattants, vraiment, qu'on n'a jamais pu identifier formellement. Quelle est la solution? La solution, réellement, ce que moi je propose. D'abord, tu vas trouver qu'il y a des combattants au terroir là-bas. Ils obéissent à des donneurs d'ordre. Je ne vais nommer personne, mais j'avoue que la solution systématique dans un premier temps, qui va résoudre à peu près 90% du problème, c'est que nous, les acteurs qui sont là, quand je dis nous, je ne m'exclus pas, parce que je n'exclus personne. Nous, les acteurs qui sont là, qu'on parle avec beaucoup de sincérité, beaucoup de réalité, ne pas avoir, tu comprends, le poids d'un atome, quelque chose de noir au fond du cœur. Si on s'assoit, on se regarde en face, et qu'on veut réellement paisible, rendre la vie paisible à nos vraiment pauvres paysans, c'est sûr que ça va résoudre 90% des problèmes. Dans une rencontre considérée une rencontre de qualification avec ses occasions de but, le stade malien de Bamako trébuche devant le Petro Atlético de Lenda pour le match aller du tour de cadrage de la Coupe CAF. C'était ce samedi 12 janvier 2019 au stade Modibo Keïta de Bamako. Reportage à Awa Kamisogo, Roger Kamite.
Dans le cadre du match aller des tours de cadrage de la Coupe CAF, le stade malien de Bamako a été tenu en échec sur ses propres installations ici à Bamako par Pedro Atlético de Luanda d'Angola, un but partout. Les 2 buts de cette rencontre ont été marqués à la première période. C'est le stade malien de Bamako qui a d'abord ouvert le score par Ali Badra Sila et les Angolais ont égalisé 3 minutes plus tard. Les 2 équipes n'ont pas pu faire encore de grandes choses jusqu'à la fin de la rencontre. Le stade malien de Bamako doit avoir beaucoup de regrets pour avoir laissé passer sa chance de qualification, car gagner à l'Est, surtout sur la terre angolaise, n'est pas chose facile. Mais le stade malien de Bamako croit toujours à une qualification. Déjà, on prend un but qu'on n'aurait pas dû prendre. Et après, je pense que pour l'efficacité, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions sur ce match-là et on n'a pas pu marquer plus de buts. Voilà, je pense que c'est ça, pour moi, c'est ça qui a été juste le problème. C'est vrai que aussi dans le jeu, en première mi-temps, on a eu par moments des problèmes, mais on le savait déjà parce que sur ce match-là, il fallait vraiment prendre des risques en mettant 2 avant-centres. Ces risques-là, on l'a fait. On savait que par moment, cette équipe, ils avaient de la densité au niveau du milieu du terrain, qu'ils allaient quand même avoir la possession de la balle. Je pense qu'en première mi-temps, nous avons souffert. Et après, on a changé. On est revenu en 4-3-3 en deuxième mi-temps. Je pense que le jeu s'est équilibré. Et par moment, c'est nous qui avons fait, sinon la plupart du temps, c'est nous qui avons fait le jeu. Et voilà, ce qui n'a pas marché. Je pense que une fois encore, on n'a pas. C'est vrai, on marque un but, on aurait dû marquer un deuxième ou troisième. C'est énorme. Voilà, pour un entraîneur, c'est toujours difficile. Hein, voilà, quand tu ne gagnes pas. Notre ambition, c'était de gagner ce match-là. Oui, on les avait vus jouer, on a joué contre eux, on avait les informations avant ce match-là. Maintenant, on va essayer de préparer le match retour dans les meilleures conditions. Le match retour se jouera à Luanda le 20 janvier prochain. D'ici là, le coach du stade malien de Bamako doit revoir des choses afin de s'imposer pour avoir une place en phase de poule de cette compétition. Page noire de ce journal, décédé à Rabat au Maroc le vendredi 11 janvier 2019, le corps de l'inspecteur général des douanes Salifou Koulibaly est arrivé à Bamako dans la nuit du samedi pour les funérailles. Plusieurs personnalités ont pris part. Les obsèques ont eu lieu ce dimanche 13 décembre 2019 dans sa famille à Faladje. Reportage Moussa Temine. La mort a encore frappé à la porte des vaillants cadres de notre pays. C'était ce vendredi 11 janvier le tour de Salif Kardjiki Koulibaly. Né le 1er février 1951 à Caille où il fit ses études primaires jusqu'au niveau du diplôme d'études fondamentales. La fonction de douanier lui amena à Bamako comme agent de conservation en 1967. Ses premiers postes sont ceux du Nord comme Anderboukan, Tessalit, Labizanga jusqu'en 1975. En 1976, il servit les différentes forces frontalières de la région de Sikasso et enfin terminé sa carrière de douanier au guichet unique de Bamako. Il devient contrôleur des impôts par concours professionnel et approfondit ses études à l'Institut universitaire de gestion UG puis à l'École nationale d'administration ENA qui lui ont valu le grade d'inspecteur général de la douane jusqu'à sa retraite le 1er janvier 2004. Parents, amis et collaborateurs, tous présents avec le cœur attristé pour accompagner Salif dans sa dernière demeure. Pour ses amis, cette mort a été une perte pour leur génération. Salif Kardjiki Koulibaly, je le considère comme mon frère parce que son père était l'intime ami de mon père. Ils ont eu plus de 70 ans d'amitié jusqu'à leur mort. Nous aussi, et les enfants de Kardjiki Koulibaly, nous sommes restés des frères. J'ai un petit frère qui porte le prénom de son père. Lui, il a un frère qui porte le prénom de mon père. Salif était un homme aimable, humble et sans façon, sans problème, sans protocole. Il était à la disposition de ses frères et sœurs, de ses voisins, et il était un musulman pratiquant. Que son âme repose en paix, que Allah l'accepte dans son infinie miséricorde. Nous prions tous pour le repos de l'âme du défunt, parce que c'était une personne pieuse, sociable, humaine, humble. Salif, c'est un frère. Nous avons été élevés ensemble à Caille. Nos maisons
étaient côte à côte. Donc je le considère réellement comme un petit frère. Et depuis l'enfance jusqu'à la semaine dernière, et nous avons été ensemble. Il a toujours été ce qui était depuis son enfance. Je peux que vraiment prier Dieu à la Kahina, là, comme je l'ai dit. Et les gens, les questions que vous avez posées par rapport à nos amis qui sont là, Ahmed Douke, et encore que même bien nous et Garagné, à la Kenya Tabata et Kashi Jandama, et Amseko Doudeke, Kalase Bela Djelema. Voilà. En 35 ans de carrière, ses collaborateurs le trouvent un homme loyal. Et ce qu'on ressent, on se remet au bon Dieu. C'est le bon Dieu qui a fait ça. On ne peut rien. Chacun attend son tour. Nous demandons au Tout-Puissant que ça nous trouve sur le bon chemin. C'est tout ce qu'on peut dire. La famille Coulibaly pleure la disparition de leur aiguille car Salif a toujours voulu l'union sacrée de la famille. C'est des frères qui m'ont respecté comme des papas. Évidemment, ce sont mes frères, mais je peux dire que ce sont mes fils. Parce que Salif, quand Salif avait dans les 3-4 ans, paix à l'âme de notre père, on appelait ça à Caille communément le mollet, la dibiterie. Chaque descente de travail, il amène du mollet à Salif. Et nous, en tant que grands frères, on met au Kamina. Donc, ils m'ont très respecté. Vraiment, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. J'ai le cœur très serré. Vous voyez, j'ai même de la peine à parler. Bon, si je continue, je crois que je vais même verser des larmes, mais c'est des larmes de détresse. Inhumé au cimetière de Niamakoro ce dimanche 13 janvier, Salif laisse désormais derrière lui une veuve, 5 enfants et de nombreux parents et amis inconsolables. Dors Zampé Salifa. Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata. Toutes nos condoléances à la famille et amis du défunt. Ainsi prend fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur LTV.